RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bonsoir Zéphirin Quadio. Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. À mes côtés pour présenter cette édition du journal en français facile. Journal en français facile, donc avec à la une le jour d'après aux États-Unis où Joe Biden, le nouveau président élu, est désormais tourné vers les préparatifs de son accession à la Maison-Blanche. Donald Trump, lui, refuse toujours de reconnaître sa défaite. À la une également, une nouvelle manifestation à Bangkok, la rue rassemblée contre le Premier ministre Prayut Chan-o-cha, arrivé au pouvoir par la force il y a 6 ans. Et puis 50 millions de cas recensés de coronavirus dans le monde. La pandémie continue de progresser avec des conséquences sanitaires et économiques. Un gros plan dans ce journal sur un secteur particulièrement touché, celui de la fourrure. Les journaux en français facile. En français facile. Et au lendemain de l'annonce de l'élection de Joe Biden, les yeux du monde, tout au moins ceux des médias, sont toujours tournés vers les États-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama va devenir le 46e président des États-Unis. Il doit entrer en fonction à la fin du mois de janvier. D'ici là, il doit préparer son arrivée à la Maison-Blanche avec 2 priorités affichées. La lutte contre la pandémie de Covid-19, tout d'abord, et puis la réconciliation d'une Amérique profondément divisée. Joe Biden, qui ne sera pas seul pour affronter ces défis, sa colistière Kamala Harris va de son côté prendre le poste de vice-présidente, une première dans le pays pour une femme noire issue de l'immigration. Son élection à elle seule constitue un symbole pour le camp progressiste américain. Son portrait par Vincent Souriau. S'il fallait une preuve du rêve américain, prenez la vie de Kamala Harris. Fille d'immigrants, mère indienne, père jamaïcain, elle grandit avec sa petite sœur à Oakland, en Californie. Ma maman, écrit Kamala Harris dans sa biographie, avait bien conscience qu'elle élevait 2 petites filles afro-américaines et elle a tout fait pour que nous en soyons fiers. La future vice-présidente des États-Unis fait ses études à l'université Howard à Washington, un établissement prestigieux surnommé le Harvard noir, fréquenté à 85% par des étudiants de couleur et des enfants d'immigrés. Diplômée de sciences politiques et de droit, elle devient avocate puis procureure, d'abord à San Francisco, avant de devenir procureur général de Californie, un poste qui, là encore, n'avait jamais été occupé par une femme. Elle n'échappe pas aux critiques, certains la trouvent trop dure avec les petits délinquants, pas assez à gauche, mais ça ne l'empêche pas d'entrer au Sénat en 2017 sous l'étiquette démocrate. La voilà numéro 2 de l'administration américaine, mais elle ne cache pas ses ambitions pour la suite, que ce soit en 2024 ou en 2028, il faudra compter avec Kamala Harris. Vincent Souriau, l'annonce de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis est bien évidemment largement commentée depuis hier, Loïc. Mais pas par Donald Trump, en tout cas, lui qui refuse toujours de reconnaître sa défaite dans les urnes et qui dénonce des fraudes électorales sans toutefois fournir de preuves, au contraire d'un ex-président républicain, George W. Bush précisément, qui, dans un communiqué, félicite ce soir Joe Biden pour sa victoire dans une élection, je cite, fondamentalement honnête et aux résultats clairs. Au-delà des frontières américaines, on salue aussi la victoire de Joe Biden, de Berlin à Paris, en passant par Londres, Israël, New Delhi ou encore Téhéran. L'Iran qui a officiellement réagi en saluant la défaite de Donald Trump. Le président sortant avait imposé ces 3 dernières années les plus dures sanctions économiques contre la République islamique. À Téhéran, les explications de Siavosh Ghazi. La première réaction officielle de Téhéran après la victoire de Joe Biden est venue de la part d'Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, qui est également le représentant du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, qui décide des grandes lignes politiques et économiques du pays. La fin de Trump n'est pas une surprise, c'est le sort de l'histoire. La plupart des Américains ont rejeté le bilan et la pensée de Trump, basée sur l'intimidation et la force, a tweeté Ali Shamkhani. Hier, le président iranien Hassan Rouhani avait affirmé qu'il espérait que la prochaine administration américaine allait comprendre que la politique de la pression maximale de Donald Trump contre l'Iran avait échoué. Plusieurs journaux réformateurs ont salué aujourd'hui la victoire de Joe Biden en parlant de nouvel espoir. Donald Trump, qui a quitté l'accord nucléaire, a imposé depuis 3 ans les plus dures sanctions économiques contre l'Iran. Téhéran espère un retour rapide des États-Unis au sein de l'accord nucléaire, tout en affirmant qu'il n'était pas question de négocier sur son programme balistique ou encore sur sa politique régionale.
En tout cas, avec la défaite de Donald Trump, les Iraniens ont repris espoir, signe qui ne trompe pas. La monnaie iranienne a repris près de 30% de sa valeur perdue ces derniers mois. Siavash Kiazi, Téhéran RFI. L'actualité internationale de ce dimanche, c'est aussi cette nouvelle manifestation à Minsk, la capitale biélorusse. Comme chaque week-end depuis le 9 août dernier, la victoire contestée dans les urnes d'Alexandre Loukachenko, plus de 400 manifestants ont été interpellés. La chef de l'opposition espère justement bientôt rencontrer le président américain élu Joe Biden. Une manifestation également en Thaïlande aujourd'hui, là aussi contre le pouvoir en place. Contre le gouvernement de Prayut Chan-o-cha et contre la monarchie. Des milliers de personnes se sont rassemblées autour du Palais Royal dans une ambiance assez tendue. Le reportage à Bangkok de notre correspondante Carole Iso. Ils étaient venus apporter une lettre de doléance au souverain Ramadis. Les manifestants qui avaient interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres du Palais Royal ont pris possession des 2 bus qui en barraient l'accès. Jusqu'à ce que vers 20h heure locale, la police utilise les canons à eau. Un haut gradé a eu beau ensuite venir expliquer qu'il s'agissait d'une erreur. Le mal est fait, la colère est palpable chez les militants. Nous sommes très en colère de la réaction du gouvernement et de la police qui utilisent la violence contre des manifestants pacifiques. Nous voulions juste adresser une requête au roi à travers cette lettre. Ce type de réaction n'est ni bon pour le roi ni pour la monarchie, car nous sommes la voix du peuple. Ils doivent apprendre à l'écouter, à écouter ce que le peuple veut et ce dont il a besoin. Le courrier adressé au souverain appelle une réforme de l'institution monarchique et lui rappelle que son devoir consiste à écouter la voix de tous ces sujets. La situation de bras de fer entre le gouvernement qui entend protéger l'aspect intouchable de la monarchie et les manifestants apparaît sans issue. Des groupes d'ultra-royalistes prévoient de se réunir demain devant le quartier général de l'armée pour appeler de leur vœu un énième coup d'État afin, disent-ils, de rétablir l'ordre public. Bangkok, Carole Iso, RFI. Bref, toujours en Asie, on votait ce dimanche en Birmanie pour des législatives, un scrutin dont l'issue ne fait guère de doute. La Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, en est le grand favori. À présent, le point sur la pandémie de Covid-19 et ce chiffre qui confirme sa progression. Il y a plus de 50 millions de cas officiellement détectés dans le monde depuis l'apparition du virus il y a pratiquement un an, dont 1 250 000 décès, une hausse du nombre de cas détectés qui ne s'explique qu'en partie par l'augmentation du nombre de tests pratiqués. De nombreux pays, notamment en Europe et aux États-Unis, font face à une importante nouvelle vague de contamination. La pandémie de Covid-19 qui touche également très lourdement l'économie mondiale, c'est particulièrement vrai pour un secteur du marché de l'habillement qui risque d'être encore plus pénalisé. Et on parle là du secteur de la fourrure qui paye notamment l'abattage de millions d'animaux susceptibles d'être porteurs d'une version mutante du virus SARS-CoV-2. La filière était déjà sous pression au nom de la cause animale. Le continent européen est un important acteur de ce marché, Stanislas Dachimier. Après la destruction des millions de visons dans tous les élevages du Danemark, la production européenne de fourrure va fortement chuter. En dehors de la Chine, les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande, la Lituanie et la Grèce sont les autres plus importants éleveurs producteurs de fourrure au monde, avec entre plus d'1 million et près de 18 millions de têtes du petit mammifère par pays. Selon l'OMS, en plus du Danemark qui a donc décidé une solution radicale, 5 autres pays ont signalé des cas de Covid-19 chez les visons, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède, l'Italie et les États-Unis. Avant le Danemark, quelques 100 000 visons ont été abattus en Espagne en juillet dernier. Les Pays-Bas, de leur côté, ont ordonné la fermeture définitive de tous les élevages de visons à partir de l'année prochaine pour éviter que le secteur ne devienne un nid à infection au Covid-19, précipitant ainsi la fin de l'industrie de la fourrure de vison dans ce pays, une fin initialement prévue en 2024 sous la pression des militants de la cause animale. Une partie des peaux des bêtes abattues sera détruite, échappant ainsi au marché de la fourrure qui pèse aujourd'hui 30 milliards de dollars dans le monde. Stanislas Dachimier du service économie d'RFI. Avant de fermer ce journal, un rapide mot de sport avec le départ du Vendée Globe ce dimanche, le Tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Les 33 marins engagés ont quitté les Sables d'Olonne. Ils espèrent y revenir dans un peu plus de 2 mois. RFI, il est 21h10 ici à Paris.